Ministère de la Défense, Bélir Nabli, qui ordonne, le ministère de la Défense israélien, qui ordonne des préparatifs en vue d'un départ, je cite, d'un départ volontaire des Gazaouis. Ça donne quel signal que les propos de Donald Trump ont bien été entendus en Israël? Qu'a priori, ils ont même été concertés avec les Israéliens. Que derrière le propos et la décision, le propos on dira, unilatéral de Donald Trump, il y a en vérité un projet qui a fait l'objet d'échanges à minima avec les autorités israéliennes et avec leur accord. Peut-être pas sous la forme qu'a prévalu dans le discours de Donald Trump, qui était une forme pour le moins abrupte, mais en tout cas sur le fond, je pense qu'il y a eu un minimum de concertation. Ça donne cet enchaînement rapide. Et ça donne également le ton du caractère, ambigu de la démarche, parce que le ministre parle d'un déplacement temporaire. En vérité, ça ne change absolument rien sur le fond, dès lors qu'il est forcé. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Oui, temporaire et volontaire. Entre les autorités israéliennes et américaines, il y a des références sur ces éléments de langage qui sont censés relativiser le caractère brutal du projet. Mais en vérité, ça ne change rien au fond, parce que de fait, il n'y a pas de volonté des Palestiniens de partir, premièrement. Et deuxièmement, par rapport au caractère temporaire, dès lors que les États arabes voisins ont exprimé une fin de non-recevoir par rapport à l'idée de pouvoir accueillir de tels nouveaux réfugiés palestiniens, ce caractère temporaire relève d'une fiction. D'autant plus que ça renvoie à une histoire des Palestiniens, puisque rappelez-vous que, comme ça a été rappelé par votre collègue journaliste, en 1948, il y a déjà eu un exode massif des Palestiniens. De la Nakba. De la Nakba, oui, en 48, un exode massif. Et là aussi, dans le roman national israélien, il ne s'agissait pas de nettoyage ethnique, puisque les Palestiniens seraient partis d'eux-mêmes, alors que des travaux d'historiens israéliens eux-mêmes, dont Ilan Pappé souligne le caractère contraint, forcé de cet exode, de près de 750 000 Palestiniens déjà en 48, puis près de 250 000 en 67, après la guerre des 6 jours. Donc cette idée qui a l'air tout à fait surréaliste d'un nettoyage ethnique en Palestine, en fait, s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire des Palestiniens qui ont déjà vécu des épisodes de cette nature, qui relèvent donc d'un exode sous la contrainte, sous la menace armée. Toute la question est de savoir est-ce que Donald Trump ira jusqu'au bout de ces projets, sachant qu'ils sont en contradiction, en violation manifeste avec le droit international, qui sont a priori constitutifs à minima de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Il suffit d'aller lire les articles 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale. Et ce qui est en plus, il y a une ironie cruelle, c'est-à-dire qu'il a annoncé ce projet avec à ses côtés un Premier ministre israélien déjà poursuivi pour crimes contre l'humanité. Donc voilà, il y a a priori un projet qu'on pourrait aussi qualifier de criminel en soi. Charlie Sidbon, est-ce que ce projet annoncé par Donald Trump, dans quel but, soit il est sérieux, mais dans tous les cas, on assiste à une banalisation de l'inacceptable, pour reprendre une expression du Monde? Oui, totalement. Et là, pour le coup, c'est pas tout à fait nouveau. Au contraire, les déclarations de Trump s'inscrivent dans une séquence historique de remise en cause d'un certain nombre de référents solides de l'ordre international tel qu'il s'est construit après la Seconde Guerre mondiale, qui était censé notamment être régulé par le droit international, systématisé par la Charte des Nations Unies, et qui à la fois rend illicite le recours à la force s'il est légitime, mais qui également reconnaît un droit international des droits de l'homme, reconnaît un droit international humanitaire systématisé par la Convention de Genève. Et c'est tout cet arsenal, cette architecture-là qui s'est effondrée dans un premier temps, je dirais, avec l'agression russe contre l'Ukraine, parce qu'il y a eu une violation manifeste du premier principe sur lequel repose l'ordre international, c'est la souveraineté des États. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est la proximité des deux événements historiques qui provoque une vraie onde de choc, c'est la manière disproportionnée dont Israël a réagi à l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas,
Et derrière cette disproportion, il y a eu la constitution de crimes internationaux parmi les plus graves prévus par le statut de Rome, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et poursuite pour génocide devant la Cour internationale de justice, avec un Premier ministre lui-même poursuivi pour crimes contre l'humanité. Et là, on parle, je le rappelle, d'un État qui se présente comme un État de droit démocratique. Et c'est en cela que c'est très, très, très déstabilisant. Donald Trump aussi, je le rappelle, est à la tête officiellement, non seulement de la première puissance mondiale, mais aussi d'une démocratie. Donc c'est en cela qu'on vit une séquence extrêmement déstabilisante. Le schéma binaire est relativement commode en même temps, qui consistait à dire, voilà, il y a une reconfiguration du monde entre les démocraties d'un côté et les puissances autoritaires incarnées par la Russie et la Chine. C'est un schéma qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus dans la mesure où, de fait, ce sont des puissances démocratiques qui sont particulièrement déstabilisatrices aujourd'hui. Oui, hier, Donald Trump disait, je cite, « Tout le monde adore ma proposition de l'enterrer définitivement ». C'est pas du tout ce qui semble se dessiner dans son esprit, notamment si on met en perspective ses dernières déclarations par rapport notamment à ce qu'il a pu mener comme politique israélo-palestinienne durant son premier mandat. Il faut rappeler aussi que c'est lui qui a décidé unilatéralement de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui est une position encore minoritaire, y compris au sein du bloc occidental. Et puis il a une politique de pro-israélienne assumée, avec un corps électoral caractérisé par des évangélistes américains qui précisément, qu'on voit dans Israël un fantasme biblique sur lequel je ne reviendrai pas. Bref, il y a véritablement une vision qui l'anime, voire peut-être lui-même une forme de messianisme, peut-être, parce que lors de son discours d'investiture, on retrouve maintenant également chez lui des références bibliques qui n'apparaissait pas forcément lors du premier mandat. Il y a une dimension religieuse qui se développe dans son discours. Et par contre, ce que je voulais souligner par rapport à votre postulat intéressant sur le fait qu'on accepte l'inacceptable, désormais, franchement, d'une certaine manière, les événements se succèdent rapidement, on est écrasé par leur brutalité, mais je veux dire, les 18 mois d'écrasement de Gaza ont été marqués aussi par une forme d'euphémisation de ce qui se passait aussi. Enfin, je veux dire, Trump, d'une certaine manière, nous permet, à travers le fracas de sa déclaration, de souligner aussi que la veille, on considérait que, oui, Netanyahou, finalement, méritait l'immunité. C'est la position où bénéficier d'une immunité en dépit du mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qu'a délivré la Cour pénale internationale. Ça, c'est la position de la France, qui s'est traduite notamment par la possibilité que son avion puisse traverser notre espace aérien. Donc, je veux dire, l'ambiguïté, elle est toujours présente dans nos positions, et derrière le côté un peu, j'allais dire, il y a une forme d'hypocrisie, je veux dire, par rapport à la réaction générale et en particulier occidentale vis-à-vis de la position ou déclaration de Trump, dans la mesure où finalement il n'a fait que formaliser déjà l'esprit dominant au sein de la classe politique israélienne, y compris au sein de l'opposition, et il suffit de souligner la faible réaction par rapport, premièrement, aux exactions qui ont été commises à Gaza, et deuxièmement, par rapport au projet qui vient de se dessiner, et deuxièmement, effectivement, ça a été souligné, ce qui relevait du programme d'extrême droite en Israël aujourd'hui est totalement normalisé. Vous trouverez une majorité électorale au sein même de l'opinion publique israélienne pour soutenir ce type de projet. Il y a quand même eu un climat de sidération qui a suivi ces propositions américaines. Justement, vous parliez de messianisme de Donald Trump. Beaucoup d'observateurs parlent, eux, plutôt de cette prédation immobilière, cette opération de prédation immobilière que propose Donald Trump sur la bande de Gaza. Il qualifie ce territoire de site de démolition. Vraiment, on a là une diplomatie qui est celle de l'art du deal, du mercantilisme. Alors, est-ce que Donald Trump gère le monde comme une entreprise? Quels sont ses plans de ce point de vue-là pour le territoire palestinien? On va voir ça avec Alice Broga.
Des ruines de Gaza dévastées par la guerre, le magnat de l'immobilier Donald Trump a un projet de promoteur. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose de tellement magnifique. Lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza et la reconstruire. Un projet qui amènera selon lui la stabilité à cette région. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé. Tous ceux à qui j'ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ces territoires, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Trump assure avoir longuement étudié l'idée, mais il n'a pas précisé comment ni sous quelle autorité les États-Unis pourraient avoir une propriété à long terme sur la bande de Gaza. Cette expression n'existe pas en droit international. Selon les accords d'Oslo, signés en 1993, la bande de Gaza est un territoire de l'autorité palestinienne. Mais c'est le Hamas qui le contrôle depuis 2007. Donald Trump n'a pas exclu l'envoi de troupes américaines pour soutenir son projet. Et il envisage la reconstruction de Gaza sans les Palestiniens. Le président américain a affirmé mardi être favorable à leur réinstallation permanente dans des pays voisins comme l'Égypte ou la Jordanie, des pays pourtant hostiles à cette idée. Tout déplacement forcé de la population gazaoui constituerait une violation du droit international. Une participation directe de Washington dans l'administration de Gaza irait à l'encontre de décennies de politique américaine sur le conflit israélo-palestinien. Et le projet suscite déjà des critiques, y compris de la part des alliés de Washington. Notamment de l'Arabie saoudite, qui a souligné dans un communiqué son opposition à toute tentative de déplacer les Palestiniens. Shirley, c'est bon pour l'heure parvenir à la paix, ces déclarations de Donald Trump? C'est clair qu'on pourrait les percevoir comme un obstacle à la bonne réalisation de cette deuxième phase et concrètement à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, sachant qu'en plus, Donald Trump a déclaré à maintes reprises que lui-même n'était pas sûr que ce processus en 3 phases aboutirait jusqu'au bout. Donc il y a là des signaux plutôt négatifs dans la mesure où je crois comprendre qu'il ne s'agit pas d'une priorité absolue ou que finalement cette guerre n'est pas véritablement terminée dans l'esprit de certains de ces acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'offensive israélienne, le gouvernement israélien a démontré par des choix qu'il n'avait pas la question des otages comme priorité absolue. Et malheureusement, je ne suis pas convaincu que cet élément soit fondamentalement remis en cause. On verra bien si il y a un volontarisme politique en faveur de cette deuxième phase et de sa traduction en actes. Mais attention, je trouve qu'il y a un certain nombre de signaux qui montrent que finalement ce projet consistant notamment à libérer tous les otages et d'aboutir in fine à une trêve définitive, c'est un projet qui n'est pas acquis parce que du côté du gouvernement israélien, on ne considère pas que cette guerre est terminée, tout simplement, parce que l'objectif de guerre lui-même n'a pas été atteint et les images du Hamas et les démonstrations de force ont constitué de leur point de vue une provocation, soulignant manifestement un échec de ce côté-là. Et côté de Donald Trump, même s'il a pesé dans la conception finalement de ce projet de libération des otages, il n'est pas prêt a priori à s'engager plus fortement dans la mesure où il a manifesté en même temps le fait qu'il n'était pas convaincu de la réalisation de celui-ci. Oui, et puis il a eu le monde arabe quasiment à l'unanimité lui a opposé une fin de non-recevoir à ces propositions. Lui, il veut que la Jordanie, Donald Trump, son rêve de papier, c'était qu'un rêve de papier finalement. Qui peut arrêter Donald Trump aujourd'hui? Ça a été rappelé, Donald Trump est animé par finalement ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Et l'unilatéralisme dans les mains de la première puissance mondiale, ça donne cette brutalité dans la mesure où face à finalement cet unilatéralisme, il est animé par une vision du monde et par les intérêts des États-Unis d'abord et avant tout. Et avec
en toile de fond, il y a un mépris pour tout ce qui relève du multilatéralisme, et ça s'est traduit par une série de décisions de retrait des États-Unis d'un certain nombre d'instances internationales, et une critique pour le moins lancinante et accrue vis-à-vis de l'ONU. Le problème, c'est que les États-Unis sont au cœur du dispositif multilatéral tel qu'il a été construit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment ce symbole très fort, hein, c'est le droit de veto dont disposent les États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe décisionnaire de l'ONU, et qui lui permet donc à lui de ne pas imaginer un instant la possibilité d'être sanctionné ou enfreint dans sa démarche par le Conseil de sécurité lui-même, puisqu'il y a dans sa poche la carte du droit de veto. Donc il y a une neutralisation du Conseil de sécurité en vue d'une quelconque réaction vis-à-vis des États-Unis. Restent finalement les unités que représentent les États, les puissances étatiques. Et effectivement, ce qui se joue de mon point de vue actuellement, c'est une fragmentation du bloc occidental qui s'était renforcée à travers ou grâce à la guerre en Ukraine, dans la mesure où Américains et Européens ont su faire bloc derrière l'Ukraine face à la Russie, à travers une série de soutiens matériels, politiques, financiers, etc. Et un discours très cohérent et des actions relativement cohérentes également. Sauf qu'aujourd'hui, précisément, cet unilatéralisme trumpien peut se retourner et se retourne déjà contre les Européens. Donc l'idée qu'il existe un bloc d'intérêts incarné par l'Occident est remis en cause par la posture et l'action et les discours de Trump, et ce qui renvoie les Européens à leur questionnement existentiel, à savoir, est-ce qu'ils sont prêts politiquement à s'engager vraiment dans une stratégie, dans une démarche d'autonomisation vis-à-vis des États-Unis. C'est la question qui se pose aujourd'hui parce que les Européens n'ont pas, à l'heure actuelle, les moyens de cette autonomie stratégique. Mais c'est une question qui ne se pose pas uniquement aux Européens. Si Donald Trump franchit le Rubicon sur ce dossier à Gaza, ça va être le triomphe de la politique du fait accompli. De l'ONU aujourd'hui. Et derrière la situation que vous avez résumée par la formule du fait accompli, il y a en vérité la loi du plus fort. Ouais. Et la loi du plus fort signifie qu'il n'y a plus de loi, en vérité, au sens d'un cadrage juridique international. Alors, ça n'a pas le même impact pour tout le monde, parce que ceux qui ont construit, encore une fois, le système international post-Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord les puissances démocratiques, et en particulier les États-Unis. Donc les États-Unis ont la responsabilité aujourd'hui de déconstruire ce qu'ils ont largement participé à construire. Et deuxièmement, et je trouve que c'est encore plus important, il y a une responsabilité des puissances démocratiques aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'arrive plus, du point de vue de leur politique extérieure, à les différencier de manière manifeste par rapport au comportement de puissances autoritaires. Et là, ça est donc une source d'affaiblissement des démocraties. Derrière la remise en cause du droit comme vecteur de régulation des relations internationales, il y a aussi une remise en cause du magistère moral des démocraties. Et qui en sort vainqueur ? Les puissances autoritaires qui relativisent finalement les critiques dont elles pouvaient faire l'objet, notamment, imaginez aujourd'hui qu'on critique les Chinois par rapport au Tibet. C'est à la fois, c'est tout à fait entendable, concevable et fondé, mais sauf qu'il n'y a plus de légitimité, ni morale, ni politique. Et c'est en cela que ce qui se passe, encore une fois, à Gaza n'est pas une question moyen-orientale et ne se résume pas au conflit israélo-palestinien. Il y a véritablement une déstructuration de l'ordre international. Et ce sera le mot de la fin, la toute-puissance donc de Donald Trump qui met à mal nos démocraties. Merci infiniment à tous les trois. Bélir Nabli, professeur de droit public à Paris 12, Shirley